Bonsoir et bienvenue dans Drôle d'endroit pour une rencontre. J'aurai ce soir le plaisir d'accueillir Emmanuel Carrère qui nous parlera, vous le verrez, très librement de son métier d'écrivain journaliste. Je pense que j'ai pu blesser, mais je pense pas que j'ai arnaqué quiconque. Vous voyez, parmi les gens à qui j'ai consacré des livres. L'immense artiste Annette Messager nous racontera ensuite une très étrange histoire d'art, de licorne et de féminisme. Je me suis intéressée dernièrement aux Femmes. J'ai trouvé que c'était vraiment très simple de montrer sa poitrine nue et que quand même ça a bien perturbé la société. Et je ne vous dis pas où nous sommes parce que vous allez le découvrir très vite avec Denis Podalides. Denis Podalides, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Drôle d'endroit pour une rencontre. On est ici à Sarcelles, pas très loin de Paris, dans les ateliers où se fabriquent les décors de la Comédie Française. Endroit absolument magnifique. Derrière vous, on voit Cyrano. Ça vous fait bizarre d'être là ? Ça fait longtemps que j'étais pas venu, mais à chaque fois que j'ai fait une mise en scène pour la Comédie Française, je suis venu avec Éric Ruff qui conçoit toujours les décors des spectacles que je mets en scène, et donc on vient vérifier l'état de la construction du décor. À quelle dimension du théâtre on accède ici par rapport à la salle de la Comédie Française ? Ben ici, il y a le degré le plus artisanal, il y a, se déploie l'immense savoir-faire, le talent prodigieux d'exécution. Parce que on voit d'abord, nous, les décors sur maquette, on n'en voit que des dessins, et puis ici, c'est comme un atelier de grands artistes dont le nom se fond dans l'image Comédie Française. Merci en tout cas de nous permettre d'entrer dans cette coulisse-là qui est absolument exceptionnelle, que je découvre moi avec des yeux de gamin. C'est absolument magnifique. Je dois dire que là, de ce point de vue, il y a un art qui s'est en plus développé. Moi, ça fait 20 ans que je suis à la Comédie Française. Et par exemple, ce qu'on fait là avec les blés, je crois qu'on n'aurait pas pu le faire il y a 20 ans. 20 ans à la Comédie Française, ça reste toujours une expérience vivante, vivace, exaltante. Plus que jamais, curieusement. J'ai pensé partir, et puis au moment où je tirais, j'ai senti des chaînes et des liens très très puissants, des fibres même, me retenir dans cette maison. Qu'est-ce qui vous avait donné envie de partir ? Quelle drôle d'idée quand on est à la Comédie Française. Parce que je m'étais toujours dit, au bout de 20 ans, il faudra que je m'en aille. 20 ans, c'est un cycle. Ça me semblait un chiffre rond. Et une normalité, au fond. Ouais. Oui, c'était tourner la page. Bah, voilà, il fallait tourner la page. Et j'ai vu arriver ces 20 ans à une vitesse que je ne soupçonnais pas. C'est une institution, vous avez dit le mot, ou c'est un collectif ? Il y a un principe d'égalité des salaires. Alors, il y a des variations selon l'ancienneté, mais qui ne sont pas du tout le fait de la mode, de la loi de l'offre et de la demande. Et c'est en dehors de toute, par exemple, le star system n'interfère absolument pas. Ouais, c'est ça. Donc, à ce titre-là, on est un vrai collectif. Quand même, ouais. C'est un lieu très, très préservé, parce qu'il y a des acteurs qui ne rient quand on leur annonce les salaires Et nous, on s'y retrouve. Il n'y a jamais un nom plus haut que l'autre. Dans les affiches, les noms d'acteurs sont en petit. C'est la troupe. On dit toujours c'est la troupe qui est la vedette, beaucoup plus que les individualités. Oui. Excusez la question, elle est extrêmement large et vaste, mais en 20 ans, vous avez appris quoi là-bas ? Je crois que j'ai progressé dans l'inconscient, dans une forme d'inconscience et de travail perpétuel. Je me sens plus sûr de moi dans mon travail, sans pour autant... J'espère m'être académisé ou m'être un petit peu, vous voyez, ne pas avoir pris de trop de bouteilles. Comment vous les travaillez chacun de ces rôles quand la saison redémarre ? Quel est le type de préparation physique, mais aussi intellectuelle et morale ? Alors j'essaie toujours de faire une préparation physique dans mes maigres moyens, parce que je ne suis pas un sportif, je ne suis pas un athlète. Et puis sinon, ça dépend vraiment et des textes et des metteurs en scène. Les damnés... Le texte, je ne savais pas quel il serait, je savais qu'on partait de ce scénario. En tout cas, si Hitler continue à nous mettre des bâtons dans les roues, on lui laissera plus que sa moustache. On m'aurait pas demandé ça il
Mais il y a même un moment C'est-à-dire très un dans- investissement du corps, un investissement total du une présence sur scène. présence sur scène et oui, quand même, on demande aux acteurs d'être ce qu'Artaud avait deviné ça. Les acteurs seront des athlètes affectifs. C'est quand même souvent un metteur en scène nous demande ça. Il y a des rôles qui coûtent énormément physiquement, qui épuisent. Mais est-ce que comme acteur, on prend des coups malgré tout, soi-même? Ça arrive. Moi, j'ai pas dû en prendre trop, je crois. En plus, je suis un acteur prudent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, prudent? Ben non, mais je suis douillet, alors en scène, je me fais pas mal, j'évite de me faire mal. Mais je pense que justement que l'illusion théâtrale, elle est là aussi pour protéger les corps, tout simplement des coups. On travaille les gifles, on fait attention à ne pas se faire mal les uns les autres. Surtout en troupe d'ailleurs. En troupe, on se connaît bien, on sait, ah, tel partenaire, lui, attention, il fout des claques sévères. Donc on négocie avec lui aussi, il dit la claque, s'il te plaît, parce que Légère, en même temps, le théâtre est devenu très très physique. Qu'est-ce qu'on y perd dans ce théâtre très physique? Est-ce qu'on y perd un certain art oratoire, une certaine façon de parler ou Il y a pas? des gens qui se plaignent de ça. Moi, je crois qu'on perd rien. Mais les gens voient ça souvent sous l'œil du déclin. On n'entend plus de grandes voix. Le texte était à la base de tout. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et au conservatoire, on engageait aussi un acteur sur sa voix. Donc tous les acteurs avaient des voix puissantes, Posées. très posées, savaient très bien phraser. C'est vrai qu'il y avait un art de ça. Aujourd'hui, la télévision a changé absolument tout ça. À la télévision, on parle pas très fort, on n'a plus cette projection. Et au théâtre aussi, d'ailleurs. Si on se met à projeter, les metteurs en scène nous le reprochent. Je vous dis, Mais vous voyez, dans tous les théâtres, je pense qu'on a diminué de volume. est-ce que vous gardez la mémoire de vos rôles? Ou pour le dire autrement, est-ce que l'ensemble des rôles joués se sédimente et crée quelque chose chez l'acteur? J'ai l'impression que ça rejoint une sorte de cave ou de grenier, d'inconscience, d'oubli. Par exemple, quand j'ai joué Harpagon il n'y a pas si longtemps, j'ai des phrases qui me reviennent, mais c'est des bribes presque. J'ai déjà pratiquement tout oublié, j'ai dû jouer une centaine de fois. Alors je pourrais le réactiver, je sais qu'en 2 semaines, je pourrais réactiver tout le rôle. J'ai l'impression d'être une sorte de tonneau des Danaïdes, vous savez. C'est entré quelque part, c'est un peu ressorti entre les deux, ça doit imprégner, ça doit vieillir, ça doit, doit être une outre à vin. Et on peut mettre d'autres choses dedans et ça doit teinter ça. Est-ce que c'est un pied intellectuel et personnel que d'entrer dans une pièce de Racine, dans une pièce de Corneille, de rentrer dans cette langue-là, de la dire, d'être sur scène? Est-ce que c'est vraiment jouissif? Ah oui, c'est capiteux même. C'est vrai. Oui. Ça enivre, c'est addictif. Il y a des rôles, moi, qui m'ont rendu tellement fou de bonheur que j'aurais tout sacrifié pour ça. Par exemple? Harpagon, Le Réviseur. Je me rappelle le premier grand choc, c'est joué en 99. Non, ça n'y pensez pas, je ne prends pas de pot de vin. Mais si vous me proposez un prêt de, disons, 300 roubles, là, c'est tout à fait autre chose. Empruntez, j'ai le droit. S'il te plaît, votre quartier, s'il te plaît. Pourquoi 300? Prends 500. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Si vous voulez, je les prends, mais c'est un emprunt. En plus, c'est un personnage qui bave, qui babille tout le temps et qui raconte n'importe quoi. Je courais énormément sur scène. Justement, j'avais développé une chose très, très physique. J'ai découvert l'espèce de très, très grande ivresse, surtout quand c'est un très grand texte, un texte de Gogol, très bien traduit. Et après, de loin en loin, j'ai retrouvé cette pure jouissance du verbe. Parce que moi, je pense qu'au principe de ma vocation, il y a une jouissance verbale très grande. Ça veut dire quoi? J'ai toujours aimé les mots. Ouais. Et quelquefois les mots pour eux-mêmes. C'est-à-dire que je pouvais m'enchanter d'un mot dont je ne connaissais absolument pas le sens. Je me rappelle sauce madère, par exemple. Un jour, j'ai attrapé dans la conversation sauce madère. Je ne savais pas ce que c'était. Ma grand-mère avait dû parler de ça. Et madère, je savais que ça me faisait penser à quelque chose qui était loin. Et donc, sauce madère. Et dès la première phrase, je me suis servi de n'importe quelle phrase. J'ai casé sauce madère. Et là, après, je notais comme ça des mots inconnus et je les réutilisais et ils sonnaient pour moi. Quand j'ai découvert la poésie, je me suis dit, la poésie, c'est l'art qui prend les mots pour eux-mêmes. Et alors là, j'ai une dévotion aux mots et qui fait que les lire et les dire suffisaient à mon bonheur. Qui occupe votre panthéon poétique?
je veux dire, comme tout le monde, c'est Rimbaud qui est le premier, qui est une sorte d'archétype du poète, et les poètes du 19e. Rimbaud, c'est ma bohème, et notamment le vers « Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé ». Ce vers-là, j'ai dû l'apprendre très très tôt, et ça fait partie d'un humus qui fait que c'est l'image. Et puis c'était le poète de 17 ans, c'était le poète enfant, et qui, du jour au lendemain, arrête tout et s'en va. Lisez celle-là. Que le jour est lent à mourir par ces soirs démesurés de l'été. Démesurés de l'été. C'est qui et ça vous évoque quoi? Ça, c'est un haïku, hein? Alors oui. Et puis ça, c'est une madeleine. Oui. D'ailleurs, c'est le cas de le dire, puisque c'est une phrase de Proust. Et pour moi, c'est un des modèles de l'émotion littéraire qui vous cueille par une phrase. Voilà, typiquement une phrase qu'on détache et qui devient un poème. Et elle est effectivement puissamment mélancolique. La mélancolie procure de grandes jouissances, de grands plaisirs. J'ai l'impression que la lecture, pour se faire, pour descendre dans le calme nécessaire, elle a besoin d'un tantinet de mélancolie. On aimerait chez certains politiques plus de mélancolie parfois. Vous avez joué Nicolas Sarkozy précisément dans un film qui s'appelait La Conquête en 2011. Est-ce que vous avez appris quelque chose de la politique en jouant le président de la République en exercice et pas n'importe quel président? Peut-être quelque chose dans cette sauvagerie, l'irrationalité du goût du pouvoir. J'ai l'impression parfois le goût du pouvoir va contre toute forme de raison. On voit ça dans Shakespeare d'ailleurs. On a l'impression que les uns et les autres veulent le pouvoir pour eux-mêmes, et pas du tout au nom d'une idée, pas du tout au nom d'un idéal. Encore moins, c'est parce que ça revient à la famille. Et donc on s'entretue pour le sceptre. Et moi, j'avais toujours conçu, sans doute par culture, la marche vers le pouvoir au nom d'un parti, au nom d'un idéal, au nom d'une certaine idée de la France, de la société. Et là, vous apercevez que c'est une dynamique. Et là, c'est une dynamique presque physique. Oui, c'est comme des combats physiques. J'ai éprouvé ça en me retrouvant sur un plateau télé, coincé je me rappelle, c'était Éric Woerth et Yves Gégaud. Donc, deux de vos ministres. Le soir de l'élection présidentielle, Sarkozy venait de gagner. Et qu'est-ce que je foutais là? Je ne sais plus très bien. Je venais témoigner peut-être d'un film, je ne sais pas. Et j'étais entre les deux. Et j'ai vu deux bêtes qui étaient en rage du pouvoir, qui venaient de le conquérir. Et je parlais comme ça. Et ces deux voix me recouvraient tout le temps. Et j'ai eu aucun regard, je crois, des deux. Et je voyais ces deux espèces de bêtes comme ça, et le plateau de télévision comme une arène, quelque chose de très brutal. Vous vous engagez assez souvent, Denis Podalides, vous avez une parole publique. Vous le faites, quand vous intervenez publiquement sur un sujet politique pour soutenir un candidat, pour dire pour qui vous allez voter, pour dire votre inquiétude face à la montée de l'extrême droite, tout ce genre de choses, vous le faites naturellement, parce qu'on vous le demande? Beaucoup parce qu'on me le demande, je le dis très honnêtement. C'est souvent on me sollicite, on me téléphone. Souvent, je ne réponds pas parce que je trouve que, en premier, ce n'est pas aux acteurs de parler. C'est les intellectuels en premier qui devraient répondre. Et finalement, je le fais parfois parce que j'en ai envie. Il y a soudain une conviction qui m'apparaît. Parfois, la cacophonie ou je ne sais pas, ou la bêtise font que tant pis, je vais avoir l'air con, je vais avoir l'air bête. Je vais exprimer ça beaucoup moins. Ça peut être obscène aussi, hein. Dire, ah, ça y est, l'artiste va venir nous dire quoi penser. Ah oui, mais quelquefois je suis agacé par des artistes qui parlent à tort et à travers. En fait, moi je suis d'une gauche qui aimerait rassembler toute la gauche, voilà. Bon courage. De l'extrême gauche jusqu'au centre le plus rosissant. Voilà. C'est une belle palette. Mitterrand, il a pu obtenir le pouvoir comme ça. Il n'y a que comme ça que la France bascule à gauche. Quand il y a une vraie union de la gauche. Quand il n'y a pas d'union de la gauche, ça passe à droite. J'ai une dernière question. À quoi aimeriez-vous que ressemble ce qu'on appelle parfois sa seconde vie? Je serais toujours acteur et comme je serais là, on me couperait les jambes, je bougerais avec les bras, on me couperait les bras, je bougerais avec le buste, on m'immobiliserait le buste, ma langue et puis après avec les yeux, je jouerais la comédie tout le temps. J'ai 53 ans, c'est un âge où j'ai déjà des amis qui sont quasiment retraités, donc pour les acteurs, il n'y a pas vraiment de retraite. Ça, je ne sais pas quand. C'est un mystère. Pour moi, le vieillissement de l'acteur est un grand mystère. Parce qu'il y a des vieillissements où la mémoire, par exemple, défaille. On est obligé de se retirer des scènes. Et puis d'autres, au contraire, où il y a
je sais pas, des acteurs qui arrivent à, comme Michel Bouquet, je pense à Trintignant, je pense à Piccoli, à une espèce de grâce du vieillard. Au contraire, vous avez l'impression que leur deuxième vie, ils sont plus beaux que jamais. Je doute d'arriver à ça. Bon, longue vie en tout cas. Longue vie, comme on dit. Merci infiniment, Denis Podalides. Podalides. Merci. Oui, Merci. Podalides, hein, j'ai... Podalides. Podalides. Parce qu'en grec, c'est Podalides. Voilà, d'accord. Voilà. Merci beaucoup, Denis Merci. Podalides. Voilà. Maintenant, voyage à travers l'histoire du cinéma français avec un guide d'exception, Bertrand Tavernier. Nous, on se retrouve juste après avec l'écrivain Emmanuel Carrère. Le 12 octobre sort Voyage à travers le cinéma français de Bertrand Tavernier. Le réalisateur de L'Horloger de Saint-Paul, de l'APA, de L627, de Capitaine Conan, celui dont on connaît depuis longtemps la passion pour l'âge d'or d'Hollywood et le western. Celui qui parle le mieux de John Ford, Raoul Walsh, John Huston ou Michael Powell nous fait un numéro de Je me souviens pour raconter au gré de ses souvenirs plein d'anecdotes révélatrices et savoureuses sur le cinéma de jadis qu'il a tant aimé. J'ai passé, 5 heures, 6 heures avec Gabin, qui me disait « Tavernier, je vais vous dire un truc. Moi, mon métier, je l'ai appris avec Renoir et Duvivier. » Courez voir son film. Car même si Tavernier est bien trop poli pour le dire, vous en sortirez en vous posant la question, le cinéma français, est-ce que c'était mieux avant ? Bien des choses ont changé. Déjà avant, le cinéma français, c'était des figures, des voix, d'authentiques comédiens, des gueules, comme on dit. Michel Simon, Bernard Blier, Bourvil, Fernandel, De Funès, Lino Ventura, Jean Marais, Michel Bouquet, Alain Delon, Pierre Freinet, Michel Piccoli, Paul Meurice, Jean-Paul Belmondo, Charles Vanel, Jean Rochefort, Jean Carmet, Michel Serrault, Pierre Brasseur, Jean-Pierre Mariel, Jean-Yann, plutôt un cinéma de bonhomme. Mais il y avait de grandes dames, au caractère bien trempé, qui ne jouaient pas vraiment la carte de la beauté formatée. Arletty, Signoret, Jeanne Moreau, Juliette Gréco, et j'en passe. Mais le plus grand, celui qui les dépasse tous selon Tavernier, c'est Gabin. Gabin, c'est le parrain du cinéma français. Moi, j'adore les acteurs. C'est chouette, les acteurs. C'est bête, les acteurs. C'est eux qui traduisent tout, quand même. Et puis Gabin, il savait tout faire. C'était lui le boss sur les plateaux. Il piquait le boulot du scénariste. C'est-à-dire qu'un dialogue qui ne passe pas, eh bien, ce dialogue, vous ne le dites pas. Si, je le dis, mais je l'arrange. Il disait « Molière, je crois qu'il faut un peu revoir ton texte. Hein. Tiens, moi j'ai pensé que... c'est pas mieux. » Il piquait le boulot du chef opérateur. Il arrivait, le décor c'était l'intérieur d'un avion. Il regardait la caméra, il dit « C'est quoi l'objectif ?» Alors le mec disait « C'est un 50 ». Il dit « Je suis pas dans le cadre ». Il repartait. Et le mec regardait et disait « Il a raison ». Et en même temps, Gabin, il savait rester modeste et laisser sa place au second rôle. Le deuxième jour de Gasoil, il appelle Grangier après les premiers rushs et il dit « Le petit, là, qui a joué là ce matin, là, à Bozufi, il est bien. Hein. Alors demain, le plan sur lui, pas sur moi. » Avant, le cinéma français, c'était aussi un cinéma de dialoguistes. Jacques Prévert, Pascal Jardin, Audiard, bien sûr. Michel Audiard, vous êtes analphabète. Vous n'avez pas de connaissances particulières? Non. Vous n'avez pas un physique spécial? Et pas de cheveux. Vous n'avez pas de cheveux? Et vous avez quand même fait une carrière de dialoguiste? Oui, parce que j'ai rien de tout ce que vous dites, mais j'ai des lectures. J'ai tout piqué. Ah. Ou plus méconnu, l'immense Henri Janson, qui, comme nous l'apprend Tavernier, fatigué des remarques de Marcel Carnet qui lui reprochait le manque d'atmosphère des scènes d'Hôtel du Nord, pondit sur un accès de colère l'un des dialogues les plus cultes du cinéma français. J'ai besoin de changer l'atmosphère, et moi l'atmosphère, c'est toi. C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Tu suis une atmosphère, t'es un drôle de bled. Oh là là, des types qui sont du milieu sans en être et qui crânent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Avant, le cinéma français, c'était aussi un cinéma de décor. Le temps des studios de Billancourt, de Joinville ou d'Arpajon, aujourd'hui disparus. Le temps des chefs décorateurs, qui imprimaient au film une poésie réaliste, s'alliant à la finesse du grain des pellicules argentiques. 458e. Aujourd'hui, la tendance est au décor naturel. Et quand on tourne en studio, c'est sur fond vert grâce au numérique.
C'est bien plus pratique pour le réalisateur, mais c'est aussi un peu de poésie qui s'en est allée. À écouter Tavernier, on est tenté de se dire que le cinéma, c'est un peu comme les Madeleines de Proust ou la Blanquette à l'ancienne. La nostalgie, c'est vrai, donne un goût délicieux au passé. N'est-ce pas, Bernard Blier? Et je pense que les jeunes générations en tiendront compte et pourront, à l'avenir, penser avec votre hygiène morale à l'avenir du cinéma français. Et puis ça prouve que quand l'intervieweur pose des questions intelligentes, on répond intelligemment. Le Royaume, roman consacré aux premiers pas du christianisme, sort en format poche. Son auteur, écrivain journaliste, pape du non-fiction novel, en français le roman non fictionnel, fait l'événement à chaque nouvel ouvrage. Tout de suite Emmanuel Carrère en 90 secondes et 3 mots. Si Emmanuel Carrère s'est lancé dans un péplum sur les premiers chrétiens, c'est parce qu'il a traversé une crise de mysticisme aiguë il y a plus de 20 ans, qu'il n'hésite pas à comparer à de la folie. Une folie qu'on retrouve dans la plupart de ses livres, comme La Moustache, plongée dans l'absurde d'un héros qui se rase la moustache sans que sa femme ne remarque rien, ou encore L'Adversaire, portrait glaçant de Jean-Claude Roman, l'homme qui a tué toute sa famille, femmes et enfants compris, après leur avoir menti sur sa propre vie pendant des années. Celui d'Emmanuel Carrère est imposant et ce n'est pas lui faire injure que de le constater. L'auteur écrit souvent à la première personne, la plupart de ses livres racontent d'autres vies que la sienne, mais il y met toujours un peu de lui. Exemple, le tsunami meurtrier de 2004 qu'il vit aux premières loges au Sri Lanka lui sert de point de départ à un récit plus vaste sur la maladie, le handicap et la mort. Issu de l'aristocratie russe et fils de l'historienne Hélène Carrère d'Ancos, il n'a de cesse de revenir à ses origines. Avec un roman russe, aventure rocambolesque aux confins de la steppe, ou encore dans Limonov, prix Renaudot 2011, un livre somme qui oscille entre l'essai, la biographie et l'analyse de l'URSS en décomposition. Emmanuel Carrère, ou l'écrivain qui sait mettre des mots sur sa folie, ses passions et son histoire, pour en extraire quelque chose d'universel. Bonsoir Emmanuel Carrère. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation dans ce drôle d'endroit pour une rencontre. On était à Orly en pleine nuit dans un terminal d'aéroport. C'est un lieu qui vous plaît, qui vous stimule. Moi je trouve ça personnellement absolument magnifique comme endroit. J'aime bien, d'autant qu'au fond, ça a un côté, je sais pas, qui évoque l'enfance, qui évoque le général de Gaulle ou Pompidou, les films de Jacques Tati, Rabbi Jacob, La Jetée. Enfin, non, c'est bien, c'est bien. J'étais pas venu à Orly depuis longtemps, mais je suis content d'être à Orly. Quand on se demande ce que vous faites, Emmanuel Carrère, comme métier, réponse écrivain sans aucun doute, écrivain extrêmement populaire aussi, mais vous n'êtes plus romancier. À quel moment avez-vous décidé d'arrêter le roman et pour quelle raison? Je ne suis pas romancier au sens où j'écris plus de la fiction, j'écris plus des histoires inventées. En même temps, ces livres qui relèveraient de, disons au cinéma, on appellerait ça du documentaire. Je les écris, je les compose absolument comme des romans, et en espérant que les lecteurs en tireront le plaisir qu'on tire de romans. Simplement, leur matériau est un matériau documentaire. Mais pourquoi alors avoir abandonné la fiction? Parce qu'on se dit, c'est le genre illimité, infini par définition. Ben, j'ai commencé à écrire de la fiction. Et peut-être que vous êtes senti à l'étroit. Non, je ne me suis pas senti à l'étroit à un moment. Écrivant un livre qui a fini par s'appeler L'Adversaire, qui était un livre sur un fait divers, l'affaire Roman, j'ai commencé par essayer de l'écrire comme une fiction. Et puis j'y suis pas arrivé. J'y ai passé en fait des années à me tortiller, me torturer dans tous les sens. C'est des années qui étaient vraiment pas agréables. Je vais pas m'en plaindre, personne m'a obligé. Et finalement, la forme que j'ai trouvée pour le raconter était la forme qui supposait d'être fidèle aux faits, à la véridicité, sinon à la vérité des faits. Quel est votre rapport aux faits divers? Comme je pense beaucoup de gens, ça fait partie des trucs que je lis en priorité dans les journaux, ou que du moins je lisais parce qu'il y a de moins en moins de place pour les faits divers dans les journaux, ce que je déplore beaucoup. C'est quand même des histoires humainement passionnantes, tragiques. Mon rapport personnel comme auteur, j'ai écrit un livre d'après un fait divers. Je pense que je ne suis pas prêt d'en refaire un autre. Celui-là m'a laissé suffisamment exsangue. Pourquoi ça a été si difficile d'écrire cet adversaire, ce livre sur Jean-Claude Roman, sur ce fait divers précisément? Il y a quelque chose quand même de très très effrayant dans cette histoire, et qui est effrayant parce que c'est
Enfin, c'est à la fois paroxystique, un type qui tue toute sa famille après avoir menti pendant 20 ans. Mais en même temps, ça touche à quelque chose de très partagé, de très commun, dans le double sens de banal et de partagé. Parce que bien sûr, heureusement, la plupart d'entre nous, on ne tue pas toutes nos familles et on ne ment pas pendant 20 ans. Mais l'espèce de décalage entre, disons, l'image qu'on essaye tant bien que mal de donner aux gens et la pauvre et pitoyable image de soi-même qu'on a, vous voyez, assis sur la cuvette des chiottes la nuit, une nuit d'insomnie, je crois que c'est quelque chose qu'on connaît tous et que c'est le ressort de cette histoire. Et au fond, ça touche à quelque chose de très, très, très commun. J'ai besoin de ça. Au fond, par exemple, une histoire de serial killer, je ne pourrais pas l'écrire parce que, soit dit, alors là, vraiment, je peux gratter ma conscience, je ne vois rien en moi d'un serial killer. J'ai aucune tentation de violer ou massacrer mon prochain. Alors qu'une histoire comme celle de roman, oui, je retrouve, il y a quelque chose de moi, il y a quelque chose, je pense, d'énormément de gens. Pourquoi décrivez-vous, Emmanuel Carrère, la difficulté à écrire un livre, l'adversaire en l'occurrence, en employant le terme de dépression? Parce que je pense que le terme de dépression caractérise l'expérience qu'a vécue Jean-Claude Roman pratiquement toute sa vie. Ou pire encore, je veux dire, je pense qu'il ne s'est même jamais autorisé une dépression. Il y avait une espèce de chose qui était un écran qui empêchait la dépression. Ça l'aurait sauvé, une dépression. Et que moi, j'ai bien dû en passer par là d'une certaine façon en m'approchant de cette histoire. On n'écrit pas impunément un truc sur une affaire comme ça. J'ai l'impression, d'une certaine façon, de pas vraiment l'avoir choisi, mais d'avoir été choisi par cette histoire. Voilà, qu'à un moment, il m'incombait de l'écrire. Et c'était Laurence d'Arabie qui disait que les seuls livres qui valent la peine sont les livres dont l'auteur serait mort s'il ne les avait pas écrits. Heureusement, c'est pas vrai, hein, c'est pas toujours vrai. Heureusement qu'on peut écrire d'autres livres qui ne sont pas absolument des questions de vie ou de mort. Mais pour quelques-uns, c'est vrai. Dans le prologue du Royaume, vous parlez très simplement de ce qui, de l'extérieur, pourrait ressembler, on retrouve le mot, à une dépression extrêmement profonde. Vous le dites, bon, vous êtes un peu paumé, vous savez pas... j'ai un assez fort fond dépressif qui se manifeste à intervalles réguliers, cycliques. Je vis avec. Et je travaille avec aussi. Ça vous accompagne? Oui, enfin c'est affreux, mais faut vivre avec. Vous allez voir un très grand psy, théoricien de la séance unique, qui est François Roustan. Il a une phrase incroyable sur la phrase, ouais. Sur Roustan, le suicide. Roustan, je vais le voir en lui disant sincèrement que je suis dans un tel état et que je songe au suicide. Et Roustan me répond: écoutez, le suicide de nos jours n'a pas bonne presse, mais quelquefois c'est la bonne solution. Sinon vous pouvez vivre. Ouais, non, faut être costaud pour dire ça. Il faut être costaud et hardi. Oui. Plusieurs psychanalystes ou psychiatres plus jeunes que Roustan m'ont dit, après avoir lu ça, qu'ils étaient à la fois très très admiratifs et qu'ils oseraient jamais une chose pareille. Vous l'avez bien prise, cette phrase? Elle m'a médusé et je pense qu'elle a eu un effet très puissant. Je me demandais, mais je suis peut-être totalement à côté de la plaque, que le fait de vivre d'autres vies que la vôtre en faisant du portrait était peut-être le meilleur moyen de se supporter soi-même. Est-ce qu'il y a une forme de dialogue comme ça entre votre travail d'écriture et l'état de votre âme? Oui, bien sûr, il y a aussi une chose qui me paraît, à moi, être une des raisons d'écrire des livres. C'est qu'au fond, on est totalement assigné à sa vie. Je veux dire, on est très déterminé par le fait, je sais pas, qu'on est, en ce qui me concerne, un homme plutôt qu'une femme, de tel ou tel âge, né dans tel ou tel milieu, déterminé par culturellement, socialement. Tout ça, c'est très contraignant, c'est très rapetissant, tout ça. Moi, je trouve personnellement que la résidence en moi-même n'est pas confortable du tout. Je m'aime pas beaucoup, ma compagnie me pèse, donc j'ai besoin d'en sortir. J'arrive pas à en sortir assez, d'ailleurs. Sur quoi travaillez-vous aujourd'hui? Sur rien, parce que je suis en crise complète. Ça fait 2 ans que j'ai terminé un livre et je suis absolument incapable d'en commencer un autre. Vous êtes lessivé? Non, je ne suis pas lessivé. J'ai l'impression que j'ai besoin de trouver autre chose actuellement. Et là, je ne sais pas vers quoi aller. Et donc, c'est une position... je ne vais pas essayer de vous faire pleurer avec ça. Je fais des trucs, je fais des reportages, je fais des scénarios, des choses comme ça. Mais pour l'instant, je ne sais pas comment écrire. Je sais pas vous cherchez
ou ça finira par s'imposer à vous? Ouais, non, j'espère raisonnablement que ça finira. Il y a quelque chose, si vous voulez, qui est très important pour moi, pas nécessairement pour tous les écrivains, c'est ce qu'on appelle un sujet. Il y a des écrivains, et pas des moindres, et des grands écrivains, pour qui le sujet c'est très secondaire, enfin qui s'en foutent, qui peuvent écrire sur tout, sur n'importe. Alors que moi je sais que c'est un travail très long et très tâtonnant et dans lequel le hasard est pour beaucoup, qui fait qu'à un moment je trouve cette chose bizarre qui est un sujet, c'est-à-dire quelque chose, soit un personnage, soit une situation, soit une histoire qui entre en résonance avec quelque chose de moi, qui soit à la fois suffisamment loin pour que j'ai envie de m'y intéresser, suffisamment près et intime pour qu'il y ait un écho pour moi, et trouver ça, et trouver sa place par rapport à ça, il faut que ça vienne. Je veux dire, ça s'invente pas, c'est pas, on le décide pas. Ouais. Vous craignez de ne pas trouver, justement? Bien sûr. Bien sûr qu'on craint toujours de plus du tout y arriver, surtout que moi je sais pas faire grand-chose d'autre. Je veux dire, bon, si. Encore une fois, j'aime faire du journalisme et ça m'a souvent tiré d'affaire et quelquefois des reportages sont devenus des livres comme Limonov ou des choses comme ça. Je vais vous lire parce que en préparant cette rencontre et cette conversation, j'ai pensé au livre de Janet Malcolm, Le journaliste et l'assassin. Livre absolument extraordinaire. Je vais vous demander de quoi il parle, mais je voudrais juste vous lire la première phrase. Je me rappelle la première phrase. Voilà, vous rappelez la première phrase qui est de toute façon une phrase qui a rendu fou la totalité des journalistes. Le journaliste qui n'est ni trop bête, ni trop imbu de lui-même pour regarder les choses en face le sait bien, ce qu'il fait est moralement indéfendable. Il est tel l'escroc qui se nourrit de la vanité des autres, de leur ignorance ou de leur solitude. Il gagne leur confiance et les trahit sans remords. Et elle écrit ça à partir d'une histoire que je vais vous demander de raconter, celle d'un écrivain ayant écrit un livre sur un assassin. Je la raconte à toute allure, c'est-à-dire c'est un type qui est soupçonné d'avoir assassiné toute sa famille, il est en prison, un écrivain décide de raconter son histoire et fait affaire avec lui pour ça. Le type est condamné, l'écrivain lui dit mais que c'est épouvantable, qu'il est tellement convaincu de son innocence et que vraiment, bon. Et puis le jour où le livre paraît, le type au fond de sa prison découvre que l'écrivain l'a présenté comme une espèce de psychopathe dont il est absolument certain qu'il a massacré toute sa famille. Et ce qui se passe, c'est que le condamné de sa prison fait un procès à l'écrivain, pas en diffamation, en abus de confiance, en disant juste, il m'a dit qu'il me croyait innocent et il me dit coupable. Ça pose d'énormes problèmes parce que ça veut dire qu'il y a un tas de situations de reportage où on est bien, où on a plutôt intérêt à avoir l'air d'être un peu d'accord avec les gens qu'on interviewe, sans quoi on aura beaucoup de mal à les interviewer. Vous savez, c'est l'histoire des gens, je sais pas, qui s'infiltrent dans des milieux néo-nazis ou des trucs comme ça. Bon. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire moralement? Moi, personnellement, je suis plutôt pour jouer carte sur table. C'est ce que je fais toujours. Et par ailleurs, la phrase liminaire du livre de Janet Malcolm, je la trouve brillantissime, masochiste, parce que c'est quand même une grande journaliste, et pas forcément vraie. Honnêtement, je ne pense pas qu'un journaliste, enfin d'investigation, tout ça, fasse nécessairement quelque chose d'indéfendable. Je pense qu'à partir du moment où il admet qu'il est partie prenante de ce qu'il raconte, il y a une possibilité d'être dans une position moralement juste. C'est la vôtre, cette position? J'essaye. Honnêtement, je pense que j'ai pu blesser, mais je ne pense pas que j'ai arnaqué quiconque. Vous voyez, parmi les gens à qui j'ai consacré des livres. Vous ne prenez pas en traître? Non, je veux dire, par exemple, Édouard Limonov, à qui j'ai consacré un livre, qui est quand même un très drôle de personnage, qui est un extrémiste politique qu'on peut considérer quand même comme très douteux. Un mec comme Limonov considère que les droits de l'homme, la démocratie, c'est exactement l'équivalent du colonialisme catholique à la fin du 19e siècle. Mais je lui ai jamais caché que j'étais pas du même bord que lui, et d'ailleurs ça lui convenait très bien. Comme il est intelligent, il se dit que c'est beaucoup plus intéressant qu'on écrive sa vie, que ça soit écrit par quelqu'un qui n'est pas de son bord, que si c'était écrit par un skinhead de son parti. Ça fait quoi d'être un auteur si populaire, d'avoir un tel lectorat?
si des gens m'ont suivi assez nombreux pour se faire raconter l'histoire d'une espèce d'aventurier russe dont personne n'avait entendu parler, enfin presque personne n'avait entendu parler, et dont tous les gens à qui je parlais de ce sujet me disaient mais ça va pas la tête, ça va intéresser personne. Un livre formidable, Limonov. Je vous remercie, mais voilà, c'est quand même des trucs un peu spéciaux, un peu hardis comme sujet. Et le fait que ça puisse être lu, enfin susciter l'intérêt, c'est très encourageant. Ça encourage à plus de hardiesse, à se dire... il y a des mauvais côtés du succès. C'est pas bon pour la santé mentale, ça donne la grosse tête, c'est pas bien moralement. Mais en revanche, ça donne une espèce de confiance pour faire des trucs plus audacieux, je pense. Au revoir Emmanuel Carrère. Au revoir et Nicolas merci Demorand. beaucoup, c'était très agréable de converser dans ce lieu étrange qui est un hall d'aéroport. C'était un plaisir partagé. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Avant de retrouver la magnifique voix de la soprano Preti Yende, nous avons rendez-vous avec l'artiste Annette Messager dans un étrange endroit. C'est l'une des plus grandes artistes plasticiennes de ces 40 dernières années. Elle vient de recevoir au Japon le prix Premium Imperiale, catégorie sculpture. Tout de suite, Annette Messager en 90 secondes et 3 mots. Annette Messager naît et passe son enfance à Berck-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. Premier contact avec l'art, les crayons de couleur offerts par son père, amateur de peinture. Le monde de l'enfance est au cœur de sa création. Peluches et poupées rafistolées ou démembrées servent de matériaux pour son travail. Elle aime les contes de fées, surtout ceux qui font peur. Pinocchio lui inspire une de ses œuvres majeures. Casino, Lion d'or à la Biennale de Venise en 2005, qui revisite le voyage initiatique du pantin de bois englouti par la baleine avant de devenir petit garçon. Ne lui dites pas qu'elle est la femme du plasticien Christian Boltanski. Annette Messager est avant tout une femme. Une femme qui aime travailler sur des matières girly ou fifilles, comme dit l'artiste, type les soutiens-gorge ou les outils de la couturière, épingles, aiguilles et ciseaux. Avec ça, elle s'amuse à détricoter les clichés, exemple dans sa série Chimère, des monstres hybrides confectionnés à partir de fragments de corps et de bêtes, questionnent l'image de la femme coincée entre la sorcière et la putain. Elles sont multiples chez Annette Messager. Il y a au départ la photographe, qui réalise entre autres des gros plans sur les braguettes de ces messieurs. Il y a aussi la féministe, la collectionneuse, la conteuse et la voyageuse, qui rassemble tous les interdits glanés au cours de ses tribulations dans sa série Interdiction. Scandaleuse, absurde ou franchement comique, Annette Messager ne revendique aucune extravagance. C'est son travail qui se charge de les exprimer. Bonsoir Annette Messager. Bonsoir. Vous êtes artiste, vous avez une œuvre considérable, on va y venir dans quelques instants. Mais je voudrais d'abord qu'on s'arrête dans ce drôle d'endroit pour une rencontre. On est ici la nuit à Paris. C'est un endroit merveilleux. Au musée de Cluny, dans la salle dite de la Dame à la licorne, 6 tapisseries. Autour de 1500, on ne connaît pas exactement la date. Décrivez-nous ce que vous voyez, ce qui nous entoure. On est entouré par l'art. Il y aurait beaucoup de choses à décrire parce que ça pullule d'animaux, d'allégories, je pense. Ce qui est très frappant, c'est cette couleur rouge partout, qui, moi, quand même, m'évoque le sang. Et puis, il y a constamment la dame et la licorne. Et la licorne est un animal que je ne suis pas sûre qu'elle soit très gentille, la licorne. C'est en principe... elle la regarde ou elle l'entoure, puisque ça représente les 5 sens. Plus une 6e tapisserie, très énigmatique. Dont on ne sait pas ce qu'elle représente exactement. Oui, mais il y a écrit « À mon seul désir ». Donc c'est le désir, vous pensez, qui est représenté là? Oui, mais on ne sait pas quel est son seul désir. Enfin, on voit une cassette avec peut-être des bijoux, mais comme le mot désir est un de mes mots préférés, parce que je pense qu'il faut désirer tout. Et donc, je trouve qu'au XVe siècle, écrire le mot désir pour une dame, c'est quand même très, très moderne. Quand on voit donc ces icônes, est-ce que vous percevez encore la trace des mains qui ont brodé? Je ne suis pas très forte en tapisserie. Je peux vous dire que vraiment, je n'y connais rien du tout. Non, mais moi, cette licorne m'inquiète beaucoup. Parce qu'en fait, la licorne,
vais peut-être raconter une histoire un peu fausse, je ne sais pas. Bon, c'est une femelle. En même temps, c'est très phallique. C'est une énorme corne. Et elle savait détecter les jeunes femmes qui se disaient vierges, mais qui ne l'étaient pas. Et elle les tuait. La licorne tuait les fausses vierges, si je puis dire. Et comment elle les empalait, elle rentrait dans... Voilà, avec cette corne. Bravo pour le prix Nobel de l'art. C'est comme ça qu'on surnomme le Premium Imperiale, le prix qui vous a été décerné. Pas trop lourd à porter. Vous êtes contente? Non, ça va? Je ne veux pas dire que je suis mécontente, et j'aime beaucoup le Japon. C'est un pays où on parle beaucoup de fantômes, de spectres, et moi j'aime beaucoup les fantômes. Pourquoi? Mais parce que je suis entourée des fantômes. Lesquels? De mon papa, de ma maman, mais c'est des gentils fantômes. On est entouré de fantômes, et alors ici, là je crois que dans ce musée, il y en a énormément. C'est une présence rassurante. Oui, c'est des gentils fantômes. Il faut s'entourer d'un monde gentil, mais qui peut se retourner contre vous. Comment on est, Annette Messager, chez vous? L'impulsion première qui va conduire à une œuvre, c'est quoi? C'est vous posez une question, vous réfléchissez à un sujet, vous avez une couleur dans l'œil, une forme, et les choses s'organisent comme ça? C'est un hasard absolu? Ça ne s'organise pas, mais je crois beaucoup à la fermentation. C'est-à-dire que j'écris des trucs, ou alors maintenant c'est avec le téléphone où je m'envoie des mails beaucoup, alors je ne sais plus si c'est dans mon carnet. Et puis, bon, je dis c'est idiot là ce que j'ai écrit, mais le papier il reste pas loin, il est par terre, donc à un moment, je ne sais pas, ça doit fermenter, ça doit... Et puis, ça marche ou ça marche pas. C'est-à-dire que les idées, c'est pas très intéressant. Hein. Les idées des artistes, c'est un peu toujours les mêmes, la mort, la vie, le sens de la vie, Dieu, de pas de Dieu, etc. À quoi ressemble votre atelier? J'ai pas un atelier, c'est-à-dire que j'ai plusieurs espaces où je travaille, et comme je m'étais donné il y a longtemps plusieurs identités, donc il y avait l'atelier Annette Messager collectionneuse, Annette Messager artiste, etc. Donc il y a un endroit où je fais des travaux plus sales, il y a un endroit où j'ai des grands murs où j'installe les choses au mur, un endroit où on fait de la couture, un endroit pour les catalogues, les plans, plusieurs lieux. J'aime bien passer d'un lieu à l'autre. Pour moi, j'ai jamais pensé, justement, bon, on me disait autrefois, ton travail, ça marchera jamais parce que tu fais à la fois une photographie, un dessin, tu découpes des magazines, après donc on peut pas c'est pas de l'art minimal, c'est pas de l'art conceptuel, il faut faire un artiste, on doit le reconnaître très vite, il fasse toujours la même chose. Qui vous disait, excusez-moi, je vais être vulgaire, une connerie pareille? Mais c'était pour m'aider parce que c'était le début des années 70. C'est pas ma question. Qui vous disait un truc pareil? Il faut, en gros, une marque. Oui. Tu te disperses. Concentre-toi. C'était formateur. Enfin, qui vous a dit ça? Et... Je vous dirai pas qui m'a dit ça. D'accord. Mais ça ne vous Pourquoi? regarde pas. Ça, c'est le secret du secret du secret d'Annette Messager? J'ai beaucoup de secrets que vous ne saurez pas. C'est pas parce que nous sommes confidents actuellement que vous connaîtrez tous mes secrets. Mais non, mais c'était une soirée où j'avais beaucoup bu, tout le monde avait bu, donc il a osé me dire, écoute, ça marchera jamais ton travail, je préfère te le dire, tu sais, tu devrais un peu... Et on me disait, mais... Enfin, les gens, c'est un travail de fifi. Et en même temps, maintenant, moi, j'ai voulu un travail de fifi qui est aussi beau qu'un travail de mec. J'ai pris comme ça des domaines sentimentaux, qu'on dirait de midinette. Et je crois qu'à ce moment-là, c'était pas l'époque, c'était pas bien vu de faire ça. On est dans les années 70. C'était difficile d'être une fifille ou c'était difficile d'être une femme artiste? C'est toujours difficile d'être artiste. Et c'est toujours difficile. C'est une question un peu étrange que vous me posez là. Et un peu difficile à répondre parce que
J'ai tout fait pour que ce soit difficile en même temps, parce que justement, j'ai brodé des proverbes sur des petits semblants de faire une broderie très traditionnelle sur des petits mouchoirs, pas des grands formats comme ça, très viril, masculin, etc. Comme dans l'école des beaux-arts, on me dit « Oh, c'est viril ce que tu fais ». Quel proverbe, par exemple? Tout vient de Dieu sauf la femme. Quand la fille naît, même les murs pleurent. Donc, je brodais dans les cafés. Je me souviens, en vacances sur un bateau, les gens disaient « Mais elle est comme elle est sage, cette jeune femme. » Et je faisais semblant d'être sage vraiment, comme une image. J'allais à l'école des arts décoratifs, qui était rue d'Ulm, mais il y avait la cinémathèque à côté. Et vous passiez votre vie au cinéma? J'ai passé ma vie à la cinémathèque. Je me souviens d'avoir vu le film de Warhol, L'homme qui dort, pendant 5 heures. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai vu Lola Montesque, j'ai adoré. Pourquoi vous aimez autant ce film de Max Ophuls? C'était quand même une femme très forte. Elle pouvait rien faire d'autre, sans doute, que de devenir prostituée à l'époque. Mais c'est une féministe pour moi. Et vous l'êtes ou pas? Toutes les femmes le sont, je crois. Vous croyez? C'est un mot qu'il faudrait changer. C'est-à-dire que je crois que le féminisme aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce qu'il était. C'est-à-dire que je me suis intéressée dernièrement aux fémènes. Qui se montrent seins nus avec des slogans. Et qui ont des messages sur le corps. Sur le corps, oui. Donc comme je me suis beaucoup intéressée à des dessins, j'ai fait des dessins sur le corps, des mots. J'ai trouvé que c'était vraiment très simple de montrer sa poitrine nue. Enfin, c'est pas grand-chose. Et que quand même, ça a bien perturbé la société. Et je trouve que ces femmes sont insolentes, sont fières, sont belles, elles sont contentes de se montrer, elles sont maquillées. Et elles ont quand même, elles ont dérangé le Front National, l'Ukraine, des musulmans. Oui, les religieux, oui, oui. Les religieux. Donc je suis partie de là pour faire j'ai fait des dessins à partir de ce que j'ai fait dernièrement, à partir de ces fémènes. Je suis mon propre prophète. No God in my vagina, hier. Elle pourrait le dire, elle aussi, avec sa licorne. Vous auriez pu être, ou vous pourriez être, l'une de ces femmes ou pas? Ah ben, jeune, j'aurais adoré. Aller comme ça... oui. Ouais. Vraiment? Ben oui, bien sûr. Ben, je ferais peut-être. Je n'oubliez pas, je m'appelle Messager. Je n'ai pas de message. Elles en ont. Vous faites tout ça pourquoi, alors? C'est à vous de me le dire. Non, mais moi, je vous aime. Moi, c'est différent. Mais moi aussi, je vous aime. Ben, on fait ça pour l'amour, alors. Ben voilà, mais vous êtes artiste. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je sais pas, vous faites quelque chose. Vous faites quelque chose. Vous suscitez des choses chez ceux qui voient vos œuvres. Il y a une phrase de Beckett, c'était un exergue que j'aime beaucoup. Il dit « Essayez encore, ratez encore, ratez mieux ». Ça me plaît beaucoup. Annette Messager, on pourrait dire que vous êtes bricoleuse, truqueuse, menteuse, collectionneuse. Colporteuse, amoureuse. On peut dire tout ça? Oui, je me suis donné plein d'appellations pour avoir plein d'identités différentes. On n'est pas fait d'un blog comme ça, de son identité. Ça se bricole, une identité. Oui, ça se bricole tous les jours. Vous bricolez aussi physiquement, hein? Ah oui, oui. Enfin, je veux dire concrètement, quoi. Ah non, mais concrètement, oui. C'est de toute manière... enfin, moi, il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas rester comme ça. Donc, j'ai besoin de toucher, j'ai besoin d'arranger les choses, j'ai besoin de marcher, j'ai besoin de planter un clou. Bricorama, pour vous, c'est le musée du Louvre? Le bricorama est très important. J'en ai un tout près de chez moi. C'est pour ça que vous y allez tout le temps? Oui, je connais tout. Et vous achetez quoi? Des marteaux, des clous, des vis? Beaucoup de colle, beaucoup de vis, des adhésifs pour poncer. Et vous collectionnez quoi? Je collectionnais pas mal et quand je me suis appelée collectionneuse, j'ai plus collectionné. Et vous n'avez jamais eu une collection d'une chose? Moi, j'ai collectionné les briquets à un moment.
Si, je collectionne des choses, mais je ne peux pas vous en parler. Pourquoi? Parce que c'est secret. C'est si intime que ça, une collection? La mienne, oui. Bon, on reste sur ce secret. C'est bien que tout... Secrétons-nous. Oui, secrétons-nous, voilà, exactement. Beau slogan, ça. Vous m'avez touché le pied. Oui. Ouais. Bah, si on se secrète, les sécrétions vont arriver. Alors, je vous embrasse. Si on se sécrète, je vous embrasse. C'est toujours un bonheur de parler avec vous. Hein. Ah bon? Ah ouais. Ça tourne plus, là. Hein. Quittons-nous en musique avec un extrait du Barbier de Séville, interprété par la sud-africaine Pretty Yende. Rien que pour vous. Alors, bonjour, je m'appelle Pretty, je suis sud-africaine et je chante opéra. Je me souviens d'une chanson que je m'ai apprise avec ma grand-mère. Et c'est une chanson d'église, et c'est en Zulu, et elle s'appelle Hlengiwe limnandi lelizwi. Hlengiwe ngomusa nothando, kumnandi ngcwele. La voix humaine, c'est une chose vraiment qui peut communiquer au-delà de l'esprit et du corps. C'est un monde spirituel. Hlengiwe limnandi lelizwi. La première fois que j'ai entendu d'opéra, c'était à 2001. Avec ma famille, nous regardions la télévision. C'était une révélation pour moi. Alors j'ai décidé que je dois faire partie de ce monde magique. Alors aujourd'hui, je vais chanter pour vous Rosina, from Rossini's Il Barbiere di Siviglia. Una voce poco fa. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous dans 15 jours sur France 3. Drôle d'endroit pour une rencontre, c'est fini.